Bonjour, je ne sais pas si on m'entend, c'est bon. Okay, déjà, merci d'être là. J'avais un peu peur au début d'être face à GraphQL et au final, je suis content que la salle soit remplie. Alors, déjà, je vais faire un petit sondage. Je voudrais savoir qui utilise aujourd'hui un ORM sur son application. Ouais, voilà. Grosso modo, au doigt levé, je dirais qu'aujourd'hui, il y a 80% des applications qui utilisent un ORM. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un projet qui s'appelle POM, qui va vous permettre de ne plus utiliser d'ORM et de pouvoir utiliser la puissance de Postgre. Alors, je vais me présenter rapidement, mais on l'a déjà fait. Je suis fondateur d'une société sismique qui est basée en Seine-et-Marne, où c'est une agence web sur laquelle on travaille pour divers clients, notamment sur des CRM, sur mesure ou ce genre de produits. Je suis également contributeur du projet POM et vous pouvez me suivre sur Twitter et sur GitHub. Alors bien sûr, je ne pouvais pas venir là sans vous parler un petit peu d'ORM. Du coup, qu'est-ce qu'un ORM? Donc avec le temps, sur les applications, on a besoin de stocker des données dans nos applications. Beaucoup de données. Et naturellement, on a été stocker ça dans des bases de données relationnelles. Sauf qu'en fait, le monde du relationnel, c'est très loin du monde objet. D'où l'invention de l'ORM pour faire cette transformation-là entre ces deux mondes. La plupart des ORM aujourd'hui implémentent PDO. Le plus connu, et celui que vous devez quasiment tous utiliser, c'est Doctrine. Mais on peut aussi citer Propel, qui équipait effectivement Symfony 1. Ça, peu de gens le savent. Et en fait, on s'aperçoit rapidement que chaque framework pense mieux qu'un autre, réimplémenter PDO et va créer son propre ORM. On va voir CakePHP qui va faire son ORM, on va voir Laravel qui va faire Eloquent. Et donc, quels sont les avantages d'un ORM? Parce que bon, il ne faut pas se le cacher, il y en a quand même, sinon ça n'aurait pas été inventé. Principal avantage, ça va être de pouvoir switcher de base de données. Effectivement, on va pouvoir travailler avec du MySQL, avec du Postgre. Je cite que ces deux-là. Ensuite, le deuxième gros avantage, ça va être sur toutes les actions de CRUD, de lecture, d'insertion, de suppression. C'est vrai que l'ORM va nous permettre de faire des actions très rapidement. Et clairement, le dernier avantage, c'est que vous allez pouvoir apprendre un nouveau langage SQL, comme le DQL. Et ça, franchement, sur un CV à côté de jQuery, ça fait vraiment classe. Alors, les inconvénients. Donc, son principal inconvénient, c'est également son principal avantage. C'est de pouvoir changer de base de données. Forcément, qui dit être compatible avec plusieurs bases de données, ça veut dire utiliser les fonctions communes. Et du coup, on va se baser sur la base de données du plus petit dénominateur commun. Je vous le donne en mille, la base de données la moins équipée, c'est MySQL aujourd'hui. Donc, au final, faire du Postgre avec un ORM, aujourd'hui, c'est comme faire du MySQL. L'autre inconvénient, c'est dès qu'on va sortir d'Acrud. Effectivement, dès qu'on va vouloir faire du métier, faire un peu de requête, bah, tout de suite, ça va devenir compliqué, on va s'amuser avec les fonctions de doctrine, etc. Et là, on va s'arracher les cheveux. Et enfin, bah, effectivement, c'est ce nouveau langage SQL. À chaque fois qu'on va changer d'ORM, il va falloir apprendre un nouveau langage, ses spécificités, etc. Et ça va devenir très vite embêtant. Aujourd'hui, moi, je viens vous présenter POM. Donc, POM va fonctionner à l'inverse des ORM. Les ORM, on va partir de classes objets, de fichiers YAML, de fichiers XML pour aller générer une base de données. Nous, on va fonctionner à l'inverse. On va remettre la base de données au centre de votre métier et au centre de l'application. Voilà, donc comme je disais, une alternative aux ORM. Donc effectivement, sa ligne de conduite, ça va être d'être la moins intrusive possible et la plus simple. Pourquoi? Parce que le but, ça va être d'utiliser Postgre, pas de se contraindre encore avec un nouvel outil. Comment il va y arriver? Bah, on va déjà arrêter d'inventer un nouveau langage SQL, on va simplement travailler en SQL. Je suis désolé pour ceux qui ont arrêté de faire du SQL à l'école. On va en refaire aujourd'hui. Et également, on va arrêter de manipuler les objets dans tous les sens, etc. On va transposer ce que nous donne Postgre et on va le présenter à POM en convertissant 2-3 types
bien sûr, et on va les mettre à disposition de PHP. Alors, il est basé sur l'extension Postgre, forcément, puisque si on serait basé sur l'extension PDO, bah, on aurait les mêmes problématiques qu'avec un ORM. Donc, POM va être divisé en 3 grands blocs. On va avoir le Foundation, le Model Manager et le CLI. Chaque bloc va répondre à un besoin. On va les passer les uns après les autres. D'abord, le bloc principal, ça va être Foundation. Foundation, le point d'entrée, ça va être la session. Donc, la session, elle va définir la connexion avec le DSN et elle va embarquer des clients. On va regarder un petit peu les clients. Et donc, Foundation, rapidement, va vous permettre de pouvoir requêter sur Postgre. Bien sûr, on va pouvoir aussi également définir plusieurs sessions. Ça va être pratique, notamment quand on va avoir des données réparties sur plusieurs bases. On ne va pas être contraint à une seule base. Et du coup, Foundation, lui, il ne va pas modéliser tout de suite toutes nos données. Il va simplement nous présenter les données qu'on va demander à Postgre. On verra tout à l'heure sous quelle forme il va nous les ressortir. Et du coup, on ne va pas avoir de surcouche complexe. Et ça va être idéal pour des traitements de gros volumes, notamment sur des stats. Effectivement, aujourd'hui, quand on utilise un ORM pour sortir des stats, on va modéliser des milliers de lignes pour aller calculer des sommes, ce genre de choses. Et tout de suite, on va rajouter une complexité, on va utiliser de la mémoire pour pas grand-chose. Donc, les sessions. Voilà comment on va définir une session dans POM. Donc ici, je vais appeler POM, je vais lui définir une session qui va s'appeler DB, je vais lui définir ma connexion à ma base, et ensuite, pour l'appeler, je vais l'appeler soit par getSession en lui citant le nom de la session. Ça va être pratique, notamment, comme je vous disais, quand on va avoir plusieurs sessions. Ou sinon, on va simplement appeler getDefaultSession. Et il va nous appeler la session par défaut. Donc là, on n'en a qu'une, donc forcément, la session par défaut, c'est DB. Maintenant, si on en a plusieurs, on va pouvoir définir, en lui spécifiant, quelle session est celle par défaut. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'effectivement, on embarquait des clients. Donc, Foundation va vous apporter 6 clients. Le Query Manager, qui va vous permettre d'exécuter les requêtes à Postgre. Le converteur, qui va s'occuper de convertir les typages Postgre en typage PHP. L'inspecteur, qui va aller notifier aux autres clients les événements. C'est notamment ce qui est utilisé dans POM pour le logger. Ensuite, on va avoir l'observer, qui lui va vous permettre de travailler avec le listen-notify de Postgre. Et enfin, le prepared query, qui va vous permettre de préparer vos requêtes si elles n'existent pas déjà dans Postgre. Et bien sûr, vous allez pouvoir créer vos propres clients et les équiper sur votre session. Donc, on va rapidement voir comment marche un client. Donc là, avec le Query Manager, qui est quand même le client principal de Foundation. Donc, ici, j'ai récupéré ma session que j'avais tout à l'heure. Je ne vous l'ai pas remise. J'appelle mon client getQueryManager et je lui demande d'exécuter la requête SQL à ma base. Ici, je vais essayer de récupérer mes inscrits par rapport à mon email, à tous les emails qui commencent par test. Donc oui, voilà, on réécrit du SQL. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'en avaient pas vu depuis longtemps. Et donc du coup, Foundation va me retourner un itérator et je vais pouvoir boucler sur cet itérator-là en accédant à la propriété email. Je vous donne un petit tips, le e-like, vous allez voir, c'est très sympa. Je vous donnerai des petits tips là pendant la conférence et puis après on viendra sur les petits aspects de Postgre. E-like, c'est comme le like, sauf qu'il va être insensible à la casse. Fini les lowers, e-like, c'est magique. Alors, un autre outil qui va être fourni par Foundation, ça va être le Condition Builder. Le Condition Builder, il va vous permettre de créer vos closeware. Donc là, par exemple, dans mon exemple, j'ai toujours défini ma requête SQL où je vais lui passer, oui, il attend une condition qui va être ma closeware. Je vais lui définir mon nouveau Condition Builder newWhere avec la même condition que tout à l'heure et du coup, je vais pouvoir chaîner en lui disant enwhere, enable, du coup, ressors-moi tous les emails qui commencent par test,
et où les inscrits sont enable. Et je vais lui demander aussi où les first names sont nuls. Et derrière, il va me construire la requête que je vais aller remplacer il va me construire ma clause que je vais aller remplacer dans ma requête. Il va également nous apporter deux petites fonctions qui vont être createIn et notIn, qui sont, comme son nom l'indique, pour des in et des not-in. Et du coup, tout de suite, quand on voit ça et qu'on... C'est beaucoup plus clair que des fonctions, des boucles, des fonctions créées par un ORM, etc. Puisqu'on travaille directement en SQL. Et ça, tout le monde sait parler le SQL. Un autre bloc de POM, ça va être le CLI. On va voir qu'il va fonctionner un petit peu main dans la main avec le modèle manager, mais j'ai préféré en parler un petit peu avant. Donc le CLI, il va vous permettre de simplifier les actions courantes. Il est basé sur le Symfony Console, donc ça, je pense que tout le monde l'a utilisé au moins une fois. Alors, comme la devise de POM, c'est de certainement pas surcharger les fonctionnalités de Postgre, puisque Postgre est très performant et qu'il a déjà tout d'un rang, si je puis dire. Le but, c'est pas de remplacer la console de Postgre. On est vraiment là pour rajouter juste 2-3 petites aides aux développeurs pour aller chercher des infos sur la base, mais en aucun cas, on est là pour remplacer le CLI de Postgre. Voilà, Postgre a des outils, utilisez-les, clairement. Donc, le CLI va nous proposer quoi? Il va nous proposer, par exemple, de pouvoir lister les schémas. Donc là, POM inspect database, DB, c'est le nom de ma session que j'ai définie tout à l'heure. Derrière, le CLI va me retourner effectivement mes schémas. Alors, qu'est-ce qu'un schéma? Un schéma, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du Postgre, c'est un petit peu... c'est une organisation de table en groupe logique. Donc, par défaut, vous allez avoir le public. Très souvent, les développeurs ne cherchent pas plus loin et mettent toute leur table dans le schéma public et allons-y. Non, là, en fait, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir créer des schémas, par exemple, application ou comptabilité. Je vais avoir un schéma comptabilité où je vais mettre toutes mes tables métiers qui concernent la comptabilité et du coup, ça va être cloisonné dans un schéma. Bien sûr, les schémas vont pouvoir discuter entre eux, il n'y a pas de souci, on va juste préfixer avec le schéma le nom de la table. Maintenant, en termes de sécu, je vais pouvoir créer des users et lui dire, toi par exemple, tu es du domaine de la comptabilité, tu vas avoir accès au schéma comptabilité et rien d'autre. Et du coup, dès qu'il va vouloir essayer d'accéder à des données d'autres schémas, il ne pourra pas. Et déjà, on a une première couche de sécurité, ce qui nous évite d'attribuer des droits table par table à nos utilisateurs. Ensuite, on va avoir les informations d'un schéma. Donc là, pareil, POM inspect schéma, le nom de ma session et application qui va être le nom de mon schéma. Et derrière, le CLI va me retourner les relations de mon schéma. Donc on voit ici que j'ai des tables et des vues qui sont aussi commentées. Et enfin, on va avoir une information d'une relation, d'une vue ou d'une table. Là, en l'occurrence, c'est de la table register. Pareil, DB session register qui va être le nom de ma relation et application qui va être le nom de mon schéma. Et derrière, le CLI va me retourner les colonnes de ma table en me mettant les types, les valeurs par défaut, les notes nulles et les commentaires s'il y en a, et la primary key. Il va également nous apporter 5 commandes de ce qu'on appelle les code generation pour le modèle manager. Donc on va y revenir un petit peu, mais sachez que voilà, avec le CLI, on va générer des classes qui sont indispensables au fonctionnement du modèle manager. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pas, une fois qu'on a créé notre base, on va exécuter ces commandes et elles vont nous créer les classes. Et donc c'est bien la base qu'on va concevoir et pas nos classes derrière. Donc le modèle manager. En fait, le modèle manager, ça va vous permettre de vous simplifier la vie en tant que développeur. C'est ce qui va nous apporter la notion d'objet à notre application. Et comment il va s'y prendre? Donc, pour ça, il va mapper la projection SQL fournie par le développeur. Donc tout à l'heure, on a vu effectivement pas mal de requêtes. Et qu'est-ce qu'une projection? La projection, c'est ce qui va se retrouver entre le select et from. Donc là, par exemple, dans mon exemple, ma projection, ça va être colonne 1, colonne 2. Eh bien, le modèle manager va me mapper ces colonnes-là dans mes objets. J'ai oublié de dire, très important, le modèle manager, c'est un bloc. En fait, il va apporter deux clients, le modèle.
Un des clients, c'est le modèle. Et en fait, ces clients-là, c'est comme les clients qu'on a vus tout à l'heure dans Foundation. Il va venir équiper notre session. Donc en fait, on va juste overrider le constructeur de notre session de Foundation par celui du modèle manager. Et on va équiper nos sessions avec ces deux clients-là dans le modèle. Il y aura un autre client qu'on verra un petit peu après. Donc le client modèle va avoir besoin de 3 types de classes pour fonctionner. Donc on va avoir les classes de structure, qui vont être la définition de vos tables par rapport à la base. Donc, on va lister dedans, en fait, les noms de colonnes, leur type et les primary keys. On va également avoir les classes modèles, qui, elles, vont vous permettre d'interagir avec la base. C'est notamment là où, en fait, on va mettre nos requêtes SQL. Et enfin, on va avoir les classes entity, qui vont être l'objet métier qui va refléter la projection et qui va vous permettre de manipuler les données. Donc là, déjà, les entités sont flexibles. Ça, c'est un petit peu, quand on découvre ça, au début, on se dit, mais what? Et au final, en fait, c'est juste le truc qu'il fallait penser, quoi. En fait, comme on a dit tout à l'heure, on va mapper la projection. Je vous aurais dit, on va laisser fixe l'entity et on va prendre toutes les colonnes de ma table. Quel est l'intérêt de ton truc? Au final, je fais un select étoile de partout et c'est fini. Non, là, le but, c'est de construire mes propres requêtes. Je n'ai pas besoin de colonnes, et ben, je ne les utilise pas. J'ai besoin d'une colonne calculée, et ben, je vais l'ajouter. Et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin d'entités flexibles. Parce que notre projection va être flexible, et donc notre entité va s'adapter à ça. On va voir comment après. Donc, pour effectuer des requêtes simples, le modèle manager va équiper les classes modèles de 2 traits. Ces 2 traits-là, il va y en avoir un qui va s'appeler read queries pour toutes les requêtes de lecture simple, donc find all, find where, find by pk, etc. On va même avoir une fonction de pagination. Et enfin, les write queries qui vont vous permettre d'écrire, modifier ou supprimer. Donc là, tous ceux qui font de l'ORM et qui me disent « Ouais, mais Pomme, c'est nul, je vais écrire du SQL », hop, 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 c'est faux. On a quand même pensé à vous. On s'est dit « On n'est pas trop méchants ». Grégoire Hubert, qui est dans la salle, a pensé à vous plutôt et nous a créé des petites fonctions qui vont vous permettre de vous simplifier la vie et pas avoir un choc culturel trop important dès le départ, quoi. Donc, comment on va faire une lecture simple? Donc là, par exemple, je vais utiliser le find all. Donc ici, je récupère ma session par défaut. Je vais lui appeler, comme j'appelais le client Query Manager, je vais appeler le client getModel. Je vais lui demander de me renvoyer le modèle event. Et je vais lui dire d'effectuer la requête findAll. Et derrière, on va me renvoyer un itérator de Flexible Entity Event que je vais pouvoir boucler, bien évidemment, et sur lesquels je vais pouvoir appeler les propriétés comme getName qui va me retourner le titre de l'événement. Et ça, name, au final, c'est ni plus ni moins qu'une colonne de ma table. Donc, pour les lectures personnalisées, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, donc là, dans mon exemple, je veux récupérer mes événements et je vais récupérer le nombre de jours qui est entre aujourd'hui et la fin de mon événement. Donc, pour ça, je vais lui mettre ma requête de base très simple. Je vais créer ma projection. Donc, la projection par défaut, ça va être d'aller chercher en fait tous les éléments qui sont dans mon fichier structure. C'est là qui va nous servir pour créer cette projection type. Et ensuite, je vais lui dire, rajoute-moi une colonne qui s'appelle nbday et tu vas me faire cette petite fonctionnalité-là. Donc, extract day from upper, c'est pour la date de fin. On verra, c'est sur un typage bien particulier. Moi, la date d'aujourd'hui. Et ça, je veux que tu me le renvoies en INT4. Ici, je remplace ma projection dans ma requête. Et l'event, c'est juste un raccourci pour lui dire que c'est la relation qui est en cours. Et derrière, je vais exécuter cette requête. Voilà, donc pour l'utiliser par exemple dans un contrôleur, je vais appeler encore mon client getModel, ma classe eventModel, et là, au lieu d'appeler findAll, je vais lui appeler ma fonction que je viendrai de créer, findWithNBday. Pareil, il va me retrouver un itérator, et là, magique, je vais pouvoir faire un getNBday de cette colonne que je viens d'ajouter. Voilà comment ça va se matérialiser un petit peu sous du dump. Donc là, effectivement, on voit en findAll les colonnes qui constituent ma table.
Et donc, on va voir que sur le fin with NBDay, puisque j'ai mis un create projection par défaut au départ, que j'ai exactement les mêmes colonnes et qu'en bas, j'ai une petite propriété NBDay. Et du coup, pour faire un get NBDay, POM va s'appuyer sur les méthodes magiques de PHP pour faire un get NBDay et aller chercher cette propriété-là. L'autre client que va nous apporter le modèle manager, c'est le modèle layer. Donc, le modèle layer, en fait, il va vous permettre de travailler avec les transactions. Je ne vais pas revenir sur les transactions, je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est. Donc là, par exemple, dans mon exemple, je vais vouloir supprimer un événement. Bien sûr, je vais avoir des inscrits à mon événement. Et donc, va falloir que je les supprime avant. Sinon, ma foreign key, elle va me dire non, c'est pas possible, tu as des dépendances, tu ne peux pas supprimer ton événement. Et donc, du coup, ici, je vais avoir ma première fonction, je vais démarrer ma transaction, je vais avoir ma première fonction qui va aller supprimer mes inscrits. Et si jamais il y a un des inscrits pour X ou Y raison qui va me faire planter ma suppression, et plutôt que de laisser ma base comme ça en suspens avec un événement qui a encore des inscrits, mais des inscrits qui ont été supprimés et de corrompre mes données, je vais utiliser la transaction, le POM va me lever une exception, et là, je vais faire un rollback, et donc Postgre va me remettre tous mes éléments qui avaient commencé à être supprimés en base. Pour l'appeler, c'est comme pour les autres clients, toujours pareil, aussi simple. J'appelle le getModelLayer, je lui demande ma classe, eventModelLayer, et j'appelle la fonction deleteEvent. Voilà, donc là, on a fait un petit tour d'horizon de POM qui va vous permettre d'avoir les fonctionnalités de base. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais déjà, vous allez pouvoir exécuter vos premières requêtes et pouvoir travailler vraiment avec Postgre. Donc, on va passer en revue 2-3 petites choses qui, moi, m'ont changé la vie un petit peu dans Postgre. Bien sûr, je ne vais pas vous annoncer ici des concepts avancés parce qu'on n'aurait pas le temps. Mais voilà, je vous invite vraiment après à aller chercher de vous-même parce que c'est aussi le but de POM, c'est d'oublier POM et de se concentrer sur Postgre. Donc, l'une des premières choses, ça va être le typage. On est tous développeurs PHP, on voit tous qu'en ce moment, le typage chez PHP, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, sachez qu'en Postgre, et oui, on n'a pas que 3 typages, comme chez certains, on a un peu plus de typages. Et déjà, pour pouvoir discuter avec ces typages-là, POM, on va avoir les converteurs qui vont nous convertir ces types, comme j'ai dit tout à l'heure, de Postgre à PHP. Ici, par exemple, je vais lui définir un nouveau typage. Donc ça, le hashtor, c'est le typage Postgre qui est défini par public hashtor, qui va se nommer hashtor. Et je vais lui dire, fais-moi la correspondance avec new pg hashtor de PHP. Et donc ça, je vais le définir grâce au session builder que je vais équiper ma session, en fait, qui est un paramètre de ma déclaration de session. Et donc, le plus intéressant, voilà, ça va être les types. Donc déjà, en Postgre, on a un type array. On a tous l'habitude de travailler avec des arrays en PHP. Et bien, en Postgre, on a un type array. Et donc, du coup, dans une colonne, je vais pouvoir aller stocker des strings ou des nombres ou ce qu'on veut. Et simplement, on va lui dire, stocke-moi un array de string. Et donc là, par exemple, dans mon événement, je lui ai stocké 2 tags qui vont être new et free. Ça, c'est mon dump de ce qui va ressortir après le converteur. Donc on voit bien qu'il ne me ressort pas quelque chose de bizarre. Il me ressort vraiment un array, comme je lui ai demandé, de new et free. Et du coup, ça va nous simplifier la vie parce qu'on va pouvoir aussi aller requêter sur ces tags-là avec un select tags 1 qui va nous ressortir le premier élément de notre tableau en base dans Postgre. Ou on va même aller pouvoir faire des clauses en lui disant sors-moi tous les événements qui ont le tag new. Ensuite, on va avoir les plages. Alors ça, je peux vous dire que ça nous a sauvé la vie pas mal de fois chez Sysmic. Donc, on va avoir des plages de chiffres, INT4, INT8, NameRange, mais aussi de dates. On a tous dans nos tables, on a tous dans nos bases des tables qui ont date de début, date de fin. Postgre a décidé de créer tsrange, tsrange, daterange. Voilà un petit peu comment ça va fonctionner. On va avoir en fait une seule colonne où on va définir une date de début, une date de fin et des inclusions. Donc ça, c'est l'objet tel qu'il va ressortir par POM avec le converteur. Et en fait, on va voir qu'on va avoir une start limit, une end limit qui vont être en datetime et des inclusions true et false.
Et en fait, ces typages-là également, qui dit typage, dit forcément contrainte. Sur ces contraintes-là, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir renseigner n'importe quoi. Donc déjà, ça va être une première sécurité. Mais on va pouvoir également créer notre propre contrainte. Et notamment, sur du TS-Range, on va pouvoir créer une contrainte d'overlapping qui va m'empêcher d'aller insérer en base deux événements qui vont chevaucher. Et ça, je peux vous dire que dès qu'on commence à avoir des gestions de date, de chevauchement de date en PHP, ça devient l'enfer. On va boucler, on va tester les dates, on va cloner les dates, etc. Pourquoi? Pourquoi tant de violence? On va juste mettre une contrainte d'overlapping et Postgre va juste nous dire non, 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 j'ai déjà un événement sur cette plage-là. Et du coup, on va également pouvoir effectivement aller chercher tous mes événements qui sont ouverts. Donc ici, mon champ timespan et la fonction now d'aujourd'hui qui est contenue dans cet intervalle de temps et du coup, il va me ressortir tous mes événements qui sont ouverts. Et du coup, bien évidemment, avec cet objet-là, je vais lui dire, quand je vais avoir mon event, je vais lui dire get timespan, il va me renvoyer un TS-Range et dedans, je vais pouvoir chaîner en disant get start limit ou get end limit. Ensuite, on va avoir un type géométrique, point circle segment. Donc, on va pouvoir définir effectivement des coordonnées. Donc ça, c'est comme ça que ça va apparaître un petit peu côté PHP avec un vrai objet point qui va avoir deux attributs x et y. Et derrière, en fait, on va pouvoir vérifier que des points sont contenus dans des cercles. Quand même magique. Enfin, on a un autre champ, le hTor, qui va ressembler à un array, sauf qu'on va travailler avec des clés valeurs. Donc là, par exemple, j'ai créé un champ hTor. Donc hTor, juste pour la petite info, c'est une extension de Postgre. Donc ça veut dire qu'il faut l'activer. Elle n'est pas activée par défaut, il faut l'activer. Et donc là, j'ai défini un champ hTor qui s'appelle name, dans lequel je vais aller stocker mes translations de name. Et ouais, c'est tout bête, mais il fallait y penser. Et derrière, je vais pouvoir aller requêter en lui disant name fr. Forcément, si je vais récupérer mes événements, je n'ai pas forcément d'avoir besoin que mes objets event soient équipés de l'anglais, du français, de l'allemand, etc. Je vais juste lui dire, ressors-moi juste mes traductions françaises. Et je vais pouvoir également aller récupérer tous mes événements qui ont une trad française. Et donc, vous l'aurez compris, ça va être idéal pour le multilingue. Exit les tables I18N qui vont venir vous plomber votre base et qui vont venir vous rendre complètement illisibles vos structures de base. Là, on a juste une colonne dans une table. Donc, dans ma table event, j'ai ma colonne name. Et dedans, j'ai mes translations de name. Bien sûr, on va avoir plein d'autres types. On va avoir du booléen, excusez-moi, mais du vrai booléen, du vrai true-false. Ouais, si, ça existe. On va avoir du JSONB, de l'UID, du XML, de l'INET pour tout ce qui est interface, etc. Et vous allez pouvoir créer vos propres types. Parce que dans Postgre, vous pouvez créer vos propres types. Donc par exemple, je vais créer un type adresse dans lequel je vais aller stocker un numéro de rue, une ville, etc. Et en fait, avec les converteurs, je vais aussi également créer cet objet-là en PHP. Je vais le notifier à POM. Et lui, quand il va voir un type adresse Postgre, il va me le convertir dans mon objet Postgre. Les liaisons. Ça, en fait, quand on arrive sur POM, au début, on s'amuse et tout, c'est vachement sympa. Et puis, on arrive aux liaisons. Et souvent, c'est ce qu'on me dit. Les liaisons, je ne sais pas comment faire. Moi-même, le premier, quand je suis arrivé là, j'ai été tout de suite voir Greg et je lui ai dit, écoute, j'ai un problème. POM, c'est génial. Par contre, j'ai vraiment un problème avec les liaisons. Et c'est là qu'il m'a dit, non, mais en fait, tu réfléchis à l'envers. Tu es encore dans le système ORM et du coup, tu ne peux pas y arriver. Et ça va être ça la principale difficulté, ça va être sortir de la pensée d'ORM et penser Postgre. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, sur une liaison simple, on va aller définir ma requête, donc toujours ma projection qui va être en attente, sur ma table événement. Je vais lui faire un inline join de catégorie, le using category ID, petit tips, arrêtez de nommer vos primary keys juste ID, préfixez lettre votable underscore ID. Vous allez pouvoir utiliser des fonctions de using qui va aller faire en fait la relation directement avec les deux. Et ça va être vachement plus pratique quand vous allez écrire votre requête de voir catégorie ID, event ID, plutôt que ID, et du coup vous allez être préfixé à la table, vous allez plus savoir où ça en est. Une fois sur deux, vous allez faire une liaison sur la mauvaise table, et là, c'est fini.
Donc, j'ai défini ma requête, je lui définis toujours ma projection par défaut, je lui dis à ma projection de base, tu vas me rajouter une propriété catégorie, qui va être ma liaison pour mon événement. Le catégorie là, c'est ni plus ni moins que ma table. Sachez que sur Postgre, en fait, on va avoir du pseudo-objet, et donc sur du catégorie, on va lui demander de mettre dans mon select ma catégorie, et je vais dire à Pomme, c'est un type catégorie. Donc ça, c'est mon flexible entity catégorie. Pareil, je vais aller remplacer mes projections, et effectivement, pour la catégorie, pour venir remplacer, en fait, ici, pour aller chercher le bon modèle, je vais lui dire d'aller me chercher le catégorie modèle. J'envoie ma requête, et voilà le résultat. J'ai enlevé toutes les propriétés qu'on avait tout à l'heure, parce que sinon, ça faisait des grands écrans, et on m'a conseillé de les supprimer. Et donc, du coup, ici, j'ai mon event ID, et j'ai ma catégorie, où je vais avoir mon petit flexible entity catégorie, avec ces champs directement hydratés. Donc ça, c'était la liaison simple. Ça passe encore. Ensuite arrive la liaison multiple, ce que vous devez appeler certainement one-to-many, je crois, ou many-many en doctrine, excusez-moi pour les noms. Et donc, du coup, ici, pareil, je définis ma requête avec un left join, et ici, je vais vouloir récupérer tous mes inscrits de mes événements. Je définis ma projection, pareil, et je lui dis là, tu vas me créer une propriété registers, et tu vas utiliser la fonction EREAG. En fait, ce qu'il faut savoir avec un ORM, quand vous faites un left join comme ça, par exemple, si j'ai un événement et 5 inscrits, eh ben, Postgre va vous retourner 5 lignes. Il ne va pas vous retourner une ligne d'événement et que 5 lignes d'inscrits. Non, il va vous retourner 5 lignes où il va vous relister les événements et à côté, vous allez avoir vos inscrits. Et ça, déjà, bah, ça veut dire que l'ORM va devoir aller boucler pour détecter qu'il n'y a qu'un seul événement et attribuer effectivement les inscrits au bon événement. Et tout de suite, bah, on va perdre en performance puisque ça veut dire qu'on va faire du traitement PHP. Et en fait, dans Postgre, il y a une petite fonction qui s'appelle EREAG qui va nous dire, eh ben, écoute, tous les éléments de mon left join register, tu me les mets dans un array. Et là, c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que je lui spécifie comme type. Je lui dis, prends-moi le flexible entity, fais attention, ce sera un array. Et magique, le converteur va me renvoyer mon event avec mes registers et un array de registers. Alors, je vais vous parler rapidement de l'écosystème POM. Donc, on est compatible Symfony 2 à 4. On a un Recipes pour Flex. On a le profiler qui est tout beau, qui va vous permettre de voir les requêtes, les erreurs, etc. Et on va utiliser également quelques fonctionnalités de Symfony, comme les parables converteurs et d'autres. Ça, je vous laisse vous référer un petit peu à la doc. Ensuite, on va être compatible depuis peu avec API Platform sur les fonctionnalités basiques. Et il n'y a pas longtemps, on a implémenté le Search Filter, qui va vous permettre d'effectuer les recherches simples. Et on est en train de développer les autres fonctions de recherche, notamment sur les data range, etc., qui sont un peu plus complexes, mais qui vont beaucoup apporter, je pense. Ouais, voilà, un petit troll. Effectivement, c'est un peu tout ce qu'on a sur l'écosystème. Je sais qu'on a une compatibilité avec Zen Framework aussi, mais comme je ne suis pas trop le projet, je ne sais pas vraiment si c'est encore à jour, si on est toujours sur du Zen Framework 2. Pourquoi je dis les bundles Symfony? Alors, je ne vais pas troller tous les bundles Symfony. Effectivement, je pense qu'il y en a énormément qui sont intéressants et qui sont utiles. Maintenant, il y en a d'autres. Je pense qu'on a essayé de pallier à pas des incompétences, mais à des choses qu'on ne savait pas forcément faire. Et on a créé des bundles. Je vais prendre un exemple, un bundle Slugify. J'ai un développeur un jour qui me dit, écoute, je veux slugger je veux faire des URL pour mes articles, je vais mettre un bundle Slugify. Je lui dis, mais pourquoi faire? Il me dit, bah, parce que je vais aller chercher mon titre de mon article et je veux construire une URL. Ah bon, mais sinon tu peux faire ça avec Postgre. Tu mets un petit trigger sur les insertions et les updates en base, sur ta table, et tu lui dis de créer ton slug. Et là, à chaque insertion, à chaque update, eh ben, Postgre va le faire pour vous-même. Du coup, vous n'allez pas récupérer l'article, créer le slug, aller vérifier qu'il n'existe déjà pas. Non, Postgre va le faire pour vous. Plus de traitement PHP. Forcément, on va gagner en performance. Je vais finir par un retour d'expérience. Alors, nous, ça fait maintenant 2-3 ans qu'on utilise POM. Donc, on était, comme j'ai dit tout à l'heure, que sur du Propel. Ça a été le choc des cultures, effectivement. Mais très vite, on l'a pris en main.
et ça s'est super bien passé. Déjà, on a repris du plaisir à écrire des requêtes SQL, à comprendre ce qu'on faisait, à remettre la base de données au centre de notre application et de notre métier. Et donc forcément, comme on faisait des traitements en Postgre et puis en PHP, et qu'on a simplifié les choses, on a gagné en performance sur nos applications. Sur les nouveaux venus, sur ceux qui rentrent dans la société, je dirais qu'ils mettent à peu près 2-3 semaines à prendre en main vraiment POM, et après, tout de suite, ils comprennent qu'ils peuvent l'oublier et se dire qu'ils vont se concentrer sur Postgre. Et du coup, on va axer plus la formation sur du Postgre que sur POM. Et enfin, comme je l'ai dit, on va penser Postgre, penser métier. Voilà, il faut vraiment sortir de la tête, il faut arrêter de penser ORM. C'est vraiment la chose la plus compliquée, en fait, quand on va intégrer POM. C'est d'arrêter de penser ORM et de se concentrer sur Postgre. Et enfin, mettre en cache, ça c'est un petit troll. En fait, souvent, quand j'essaye d'évangéliser POM, j'ai des devs en face de moi qui me disent « mais je m'en fiche de tes perfs, de toute façon, moi je mets tout en cache. » Ouais, c'est cool. Mais moi, nous, c'est vrai qu'on travaille sur des CRM, et tout de suite, si je dois mettre en cache des données qui sont saisies à chaque instant, ça va être vraiment compliqué. Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des outils tels Elasticsearch ou des Varnish pour combler des problèmes de performance de leur base de données parce qu'ils ne se sont pas posé les bonnes questions. Ils ont vu qu'il y avait un nouveau produit hype, ils se sont dit on va l'implémenter, c'est cool, ça fait le boulot, mais en fait ils ont juste déplacé le problème. Voilà, je vous donne quelques liens, je partagerai mes slides du site POM, du GitHub, du site Postgre, un petit article, une petite vidéo de Greg sur un tour d'XP qu'il a fait pour la FUP et un petit article qui est paru sur l'AFSI au mois de décembre. Voilà, je vous remercie. Juste, si vous avez besoin d'aide, parce qu'on me le demande souvent, il y a un petit IRC, POM, on est présent dessus, on est là pour vous aider. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, merci, Bonjour. c'était très intéressant. Alors j'ai Merci. une question qui peut-être pas forcément liée directement, mais est-ce que tu aurais un retour d'expérience ou un guide pour s'y mettre dans la vraie vie sur un vrai projet, par exemple, où on a tout sur MySQL? Sur quoi? J'ai pas entendu. Comment est-ce qu'on fait pour passer à POM et à Postgres sachant qu'on a un vrai projet qui est basé sur le MySQL? Clairement, c'est compliqué. Enfin, je veux pas te le cacher, c'est compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est de se dire, je vais switcher de mon ERM à POM sans repenser ma base de données. Puisqu'au final, en fait, comme notre base de données initiale elle aurait été pensée avec notre ERM, on va garder les mêmes problématiques et en fait, on va faire de l'ORM avec POM. Et donc, du coup, la plus grande difficulté, ça va être de repenser notre base de données et de la restructurer. Après, j'ai pas de... Nous, on l'a fait avec du Propel. Propel fonctionnait à côté de POM. Je te cache pas que j'ai perdu pas mal de cheveux à cause de ça. Mais voilà, petit à petit, en fait, tu es obligé de reconstruire bloc par bloc, bloc métier par bloc métier. Et tu ne vas pas pouvoir changer juste une table, parce que forcément, il va y avoir des liaisons, etc., que tu vas ajouter des nouveaux typages. Propel ne va pas pouvoir travailler avec ces typages-là, puisqu'il ne les connaît pas. Et du coup, ça va être compliqué. Maintenant, ça se fait. Clairement, on l'a fait sur des applis qui tournaient depuis 3-4 ans, sur des vraiment grosses bases de données. Ça a mis du temps, mais on l'a fait. D'autres questions? Deux questions. Bonjour, merci pour la conf. Merci. J'avais une question par rapport aux noms de tables et aux colonnes qui sont sensibles à la casse sur Postgre. Comment c'est géré? Excuse-moi, j'ai pas entendu, tu peux répéter. Les tables et les colonnes qui sont sensibles à la casse sur Postgre, comment vous le gérez? Est-ce que c'est à nous de le faire ou c'est géré nativement? Alors, les colonnes qui sont sensibles à la casse, tu parles du nom des colonnes ou des valeurs qui sont dans les colonnes? Le nom des colonnes. Déjà, j'ai envie de te dire, mais pas de majuscule. Enfin, c'est le calbet, mais effectivement, enfin, voilà, il y a des choses un peu oubliées en SQL. On va nommer nos tables avec des minuscules, point barre. Il n'y a pas de... Voilà, après, POM, lui, va faire le nécessaire. On a eu, par exemple, une base de données avec des tables qui étaient préfixées. Notamment, c'est ce qui est utilisé par les blogs ou ce genre de choses-là. Là, c'est une galère pas possible. Et du coup, on a réussi à squeezer ce genre de choses. Maintenant, un conseil, mets-toi en minuscule directement quand tu n'auras pas de problème. Mais POM va le gérer, il n'y a pas de souci.
C'était la dernière question, donc merci.